L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous, chers amis et internautes, chers téléspectateurs de Zalo Télévision. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes. De ce lundi, je reçois pour vous deux invités. Il s'agit de Charlone Tcheneou. Elle est analyste et consultant géopolitique. Bonjour. Bonjour. Première fois. Ouais. Le second panéliste est Joël Ataï-Gedegbe. Il est expert en gouvernance. Bonsoir. Bonsoir, je suis heureux d'être en si bonne compagnie. Voilà, c'est les femmes qui dominent sur le plateau cet après-midi. Sans plus tarder, nous allons démarrer par le Nigeria. La chef de la diplomatie française était du côté d'Abuja. Catherine Colonna du Quai d'Orsay a passé une journée du côté d'Abuja. Joël. Oui, c'est peut-être le business. Maintenant, on n'est pas obligé de suivre Madame Colonna. Elle n'en est pas sa première. Il y a eu moins de gaffes que d'habitude, mais on s'étonne qu'elle vienne jusqu'au siège de la CEDEAO insister un peu trop lourdement à mon goût sur le soutien que la France se propose d'apporter à la CEDEAO par rapport à la lutte contre les coups d'État ou les changements anticonstitutionnels. Je ne crois pas que c'était nécessaire au moment où on essaie de normaliser la situation avec le Niger. Et puis, deuxièmement, porteuse, soi-disant, de l'information selon laquelle la France daigne maintenant restituer au Nigeria les 150 millions de dollars, ou pour ne pas dire une partie de la fortune que feu le général Abacha a pu dissimuler en France. Vous voyez, depuis le temps. On s'étonne qu'elle n'ait pas amené ça dans ses valises, parce que l'argent reste toujours en France. D'accord. Alors, Charlone, dites-nous un peu, est-ce que cette escale nigériane de la ministre des Affaires étrangères française est le début d'une nouvelle approche des relations qui peuvent exister entre la France et le Nigeria? Alors, par rapport déjà à cette question, on pourrait déjà dire qu'elle s'inscrit dans un contexte d'une redynamisation des relations de la France avec les pays africains, donc notamment le Nigeria, dans le cas d'espèce. Et face à cette situation, je pense que vis-à-vis de la dynamique du président nigérien, qui est de redynamiser l'économie nigérienne, effectivement, par rapport à la restitution responsable des biens mal acquis dont l'ambassadeur a parlé, cela pourrait effectivement se faire à travers des dons, comme ils ont dit, comme elle a dit, à travers des dons dans le secteur économique, dans le secteur numérique, également sur le plan audiovisuel. Et cela pourrait effectivement permettre aux citoyens nigérians de retrouver un tant soit peu un équilibre au niveau de leur pouvoir d'achat, parce qu'il faut noter qu'au Nigeria, il y a quand même une pauvreté assise, et donc cela pourrait aider à redynamiser les différentes startups. Et également, sur le plan sécuritaire, on pourrait rappeler que l'ancien président nigérien avait signé un projet d'accord de coopération sécuritaire avec le Nigeria. Donc cela pourrait aider à la France qui, au lendemain des situations au Sahel,
avec le Mali notamment, de redynamiser des accords avec le Nigeria, qui est quand même un géant au niveau de l'Afrique de l'Ouest. À présent, la question qu'il faudrait poser, c'est de savoir si ce partenariat pourrait être équilibré. D'accord. Alors, lorsque elle parle de partenariat équilibré, Joël, est-ce que le timing choisi est le meilleur? Quand on sait un peu tout ce qui s'est passé chez le voisin nigérien, qui était aussi très attaché aux Nigérians, mais pour son entrée cette fois-ci au Nigeria, la France tend le rameau d'olivier en parlant des biens mal acquis. Alors, est-ce que le timing est bien choisi? Sincèrement, non. Maintenant, il ne faut pas perdre de temps, surtout en matière d'affaires. Là où vous avez la concurrence de la Chine, de la Turquie, de la Russie, des États-Unis, voire d'autres Européens, il n'y a pas de meilleur moment. Le président Tinubu, me semble-t-il, même était déjà parti en France depuis son investiture. Ce n'est pas la première fois que le Nigeria et la France essayent de dynamiser leurs relations. Les grandes entreprises françaises ne s'y trompent pas. Le marché nigérian, que ce soit 250 millions d'habitants, en tout cas, c'est la première économie de l'Afrique. Donc, tout le monde aimerait bien se positionner là-bas, ou à défaut, et se prépositionner au Bénin, qui est un pays sûr, et pour aller opérer au Nigeria. Donc, je crois que dans le cadre des affaires, il n'y a pas de meilleur moment qui soit. Il vaut mieux être le premier, il faut même peut-être y aller trop tôt. Oui, mais certains estiment qu'avant la crise au Niger, la France, peut-être qu'elle s'intéressait officieusement au Nigeria, mais c'était pas comme ça tout de go. On n'avait pas le quai d'Orsay qui descendait quand même du côté d'Abuja. Non, le président Macron a même déjà fait une visite officielle au Nigeria. Et je crois que pendant son stage aux affaires étrangères, il a connu Lagos et notamment la République de Kalakuta chez Fela. Il s'est même payé, je crois, un petit détour pendant sa visite. Non, les liens entre la France et le Nigeria ne datent pas d'aujourd'hui. En bien comme en mal, il n'est pas mauvais de rappeler que la France, de manière perfide, avait soutenu la sécession du Biafra. Suivez mon regard, c'est peut-être toujours le pétrole qui amène... Les Français, le pétrole. Oui, nous n'avons pas du pétrole, mais on a des idées, parfois diaboliques. Et effectivement, si on met ça en lien avec le Niger, il n'est pas mauvais de rapidement la jonction, de ne pas perdre pied. Il y a le Tchad qui n'est pas trop loin non plus. Non, la France n'a pas tort de ce côté, mais c'est dans le discours qu'elle agace, qu'elle pourrait se montrer un peu plus modeste, tout simplement parce qu'elle n'apporte pratiquement rien de nouveau à la situation, qu'elle ne fait qu'exacerber. Maintenant, observons au plan de la région, de la sous-région, que les pays anglophones ne sont plus exclusivement tournés vers les États-Unis ou l'Angleterre par paresse linguistique. Beaucoup vont de plus en plus au sommet France-Afrique. La France, quand cela peut être intéressant, notamment avec le Ghana, le Nigeria, s'investit de plus belle. Mais quand Charlone parle de... moi, c'est ce que je récuse quand on prétend m'aider avec mes moyens. Non, on a les moyens de faire le commerce de manière équitable, de manière mutuellement responsable. Parlons clairement business. Moi, ça me rappelle le président Boari, au début de son mandat, qui était à un sommet en Angleterre, où malencontreusement, mais heureusement quand même, ça permet de comprendre certaines choses. Un son a circulé dans les casques où les diplomates britanniques s'évertuaient à expliquer à feu la reine que tel chef d'État était celui du Nigeria, le Nigeria horriblement corrompu. Et c'est tombé dans les oreilles du président Boari qui a dit oui, je confirme. Maintenant, est-ce que pendant qu'on y est, vous pouvez nous renvoyer les avoirs de notre pays qui traînent dans vos banques? Et malgré le flot d'excuses qui tombait, il a dit non, rendez simplement l'argent. Nous assumons notre état de corruption, nous essayons de lutter contre, aidez-nous concrètement de ce côté. Et il faut que l'Afrique soit décomplexée. Je n'ai pas l'impression que la France vienne aider autrement le Nigeria, elle vient chercher des marchés solvables. Oui, mais justement, la France, elle vient chercher des marchés au niveau du Nigeria, mais qu'est-ce que le Nigeria gagne dans cette relation avec la France?
Par rapport à cette question, nous savons que le Nigeria est le premier à des géants commerciaux par rapport à la France dans l'Afrique de l'Ouest, au sein de l'Afrique de l'Ouest. Et la France exporte du pétrole et le Nigeria en retour a des produits transformés. Alors, vis-à-vis de ces différents échanges, on pourrait simplement dire que ce partenariat semble un petit peu déséquilibré parce que là, on a une matière première directement envoyée qui va forcément aider à beaucoup de choses en France et qui, au Nigeria, n'aide pas forcément la population à développer le secteur industriel, l'agroalimentaire, mais juste à recevoir des produits et à les revendre, mais qui, au final, ne redynamise pas sur le plan interne l'économie du Nigeria. Alors, justement, pour sortir de ce sujet cet après-midi, le fait d'être chassé du Niger, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez cette France-là repartir à Miami avec le Nigeria, est-ce que la France c'est pas un aveu de défaite, un aveu d'échec? Oui, on ne le dira jamais assez. Il faut sauver les meubles, il faut rattraper ce qui a encore lieu de l'être en adaptant effectivement la démarche actuelle à une stratégie plus cohérente. Et pendant qu'on parle d'en finir avec la France-Afrique, pendant que Macron lui-même soutient ce discours où sa posture ne concorde pas toujours avec ça, ou la posture de certains officiels français. Et là, Madame Catherine Colonna, je ne suis pas mécontent qu'elle soit venue en Afrique. J'ai l'impression qu'elle ne connaissait même pas l'Afrique. Oui, parce que tel qu'elle en parlait, par moments, on se demandait de quoi elle parlait. Et ce mépris, cette condescendance... quand certains politiques en France... Est-ce que ça mépris, c'est une ignorance? Parce que parfois aussi, bon, d'accord, on disons croit les que c'est choses un mépris, mais parfois on se rend compte que ces Occidentaux, ils sont aussi ignorants quelque part. Oui, anecdote pour anecdote. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas être secrétaire d'État ou nommé à ces fonctions sans passer une audition devant le Sénat. Je ne sais plus trop sous quel président, Carter ou encore, quelqu'un était appelé à être sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères pour l'Afrique. Et pendant l'audition, on lui a demandé de situer la Namibie. Parce qu'à l'époque, la Namibie, le dossier namibien était sur la table. C'était la lutte armée pour son indépendance et autres. Et bon, il a été incapable de le faire, alors que l'Angola était là, lieu de toutes les luttes géostratégiques entre la Russie et les États-Unis déjà. Bon, comment peut-on aller se proposer de faire ce type de job sans s'investir un tout petit peu dans la connaissance élémentaire des choses? Bon, il y a un problème quand même. Et je crois que la France, de toute façon, reste la bienvenue en Afrique. Et il y a des malentendus. Comme dans toutes les relations. Comme dans toutes les relations. Et même au Niger, elle ne peut pas être complètement partie. La langue française est toujours là. Areva est toujours là sur l'uranium français, sur l'uranium, vous voyez ce que je dis, l'uranium nigérien. Donc le mois venu, je crois que les deux pays trouveront des moyens de redynamiser leur relation, de la reformater pour qu'elle soit mutuellement profitable et intéressante en tout cas. Alors, l'escale de cet après-midi nous conduit au Sénégal. Le président Macky Sall a nommé une nouvelle équipe à la tête de la commission électorale. Alors, je me retourne vers vous et je vous pose la question de savoir, tous les membres de la Sénat ont été débarqués par le président de la République et remplacés par un décret présidentiel. Vous, en tant qu'analyste géopolitique, est-ce que vous êtes surprise? Alors, par rapport à cette question, on pourrait dire que d'abord, on pourrait le voir de deux façons. En premier lieu, on pourrait dire que ce changement qui s'avère un peu soudain pourrait s'expliquer par le président Macky Sall pourrait chercher à éviter qu'il y ait de personnes ou des partisans, voilà, de l'opposant Ousmane Sonko au sein de la Sénat, ce qui ne pourrait pas effectivement aider à faire les choses de façon correcte. Et donc, cela pourrait nous aider à comprendre ce changement qu'il a fait, qui quand même a été fait par un décret. Donc, cela n'a pas été fait juste comme ça pour empêcher, même si les jeux politiques pourraient s'expliquer comme ça. Et d'un autre côté, on pourrait le comprendre en disant que
le choix des personnes retraitées, il y en a quand même 4, je pense, cela s'avère un peu difficile à comprendre d'une part, car ces derniers ne sont plus vraiment dans l'arène politique et donc pourraient ressortir des insuffisances par rapport à l'explication, l'adaptation à la situation actuelle pour pouvoir effectivement répondre comme cela se doit aux pour la bonne marche des élections prochaines. Alors, Joël, nous savons tous que ces membres de la CENI, leur mandat était expiré. Ça fait quand même 2 ans que le mandat est expiré. Macky Sall le savait, les opposants le savaient, la mouvance présidentielle même le savait. Alors pourquoi avoir choisi ce timing? Qu'est-ce qui fait courir Macky Sall? Eh bien, nous sommes au Sénégal. Tout le monde savait et pourtant, ça n'a pas été la question débattue. C'était Sonko qui faisait l'actualité. C'est peut-être toujours Sonko qui a fini par actualiser la situation qui a fini par amener le président Macky Sall a voulu actualiser oui, je crois que c'est la Sénat qu'eux ils disent là-bas. Et d'ailleurs, il faut préciser que la Sénat au Sénégal ne doit pas s'entendre comme la Sénat au Bénin, déjà. Et elle a sa spécificité. Fondamentalement, les élections au Sénégal dépendent de 3 entités. C'est d'abord le ministère de l'Intérieur qui organise les élections avec l'aide de l'armée, qui fait le dépôt, le dispatching du matériel et ramasse. Donc, ils sont dans une tradition républicaine de longue date. Deuxièmement, il y a la Direction générale des élections, qui est le bras technique qui organise effectivement l'aspect logistique des choses. Et il y a enfin la Sénat, qui est un organe de supervision politique. Et on l'aura vu, tel qu'elle a eu à faire injonction pratiquement à la DGE de faire réintégrer Ousmane Ousmane Sonko, voilà. C'est Macky Sall ou Sonko dans cette affaire-là. Et donc peut-être que M. Macky Sall a trop vu l'ombre de Sonko par là. Beaucoup sont troublés qu'à 2 mois des élections, on en soit à changer un organe comme celui-là. Mais bon, c'est le Sénégal, ça ne me gêne pas particulièrement. C'était les mêmes qui étaient là avant, sous Macky Sall. Bon, donc c'est la force présidentielle, des prérogatives présidentielles. Oui, c'est vrai, c'est la force présidentielle, c'est les prérogatives présidentielles, comme est en train de le dire Joël. Il se réserve le droit de faire comme le reste Joël est en train de le dire. Mais est-ce que le fait que cela crée une polémique par rapport à l'éligibilité de Sonko, est-ce que c'est à l'avantage de Macky Sall aujourd'hui? Macky Sall était perçu par les Sénégalais comme celui-là qui a quand même permis au pays de redorer son blason quand le président Abdoulaye Wade a voulu faire des micmacs qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, que Macky Sall, ce qu'il a eu à dénoncer sous Abdoulaye Wade, qu'il fasse de même aujourd'hui, est-ce que ça joue à son avantage de créer forcément cette polémique par rapport à l'éligibilité de Sonko, quand on sait qu'un tribunal, le tribunal de Ziguinchor a déjà demandé qu'on puisse le réinscrire sur les listes électorales? Alors, il faudrait rappeler que aujourd'hui, le président Macky Sall est un président sortant. Donc, pour parler de son image en tant que président, cela ne saurait vraiment impacter parce que il est sortant et il fait les choses forcément pour laisser de la place aux personnes qu'il pense pouvoir réellement représenter et faire et continuer justement ce qu'il a commencé. Donc, par rapport à l'image, je ne pense pas qu'il se poserait tout de suite de problème. Je pense plutôt que avec les ambitions qu'il... Oui, mais Charlone, avec votre permission, il est quand même président jusqu'à ce qu'il a présidentiel. Est-ce que tout ce qu'il est en train de mettre en place, c'est pas pour sauver un tant soit peu son candidat qui, ma foi... Alors, dans les jeux politiques, beaucoup de choses sont permises et les candidats n'ont pas froid aux yeux pour faire les choses qu'ils pensent, qu'ils jugent correctes à faire. Donc, dire que ce changement est plutôt à l'avantage du président Macky Sall, on ne saurait dire totalement non, car cela ne pourrait pas forcément le desservir. Mais cela ne veut pas dire non plus que la Sénat, qui est chargée de supervision, ne fera pas correctement son travail. Et même s'il arrivait que l'opposant Ousmane Sonko n'accédait pas au poste de président,
Bah, il faudrait déjà d'abord qu'on inscrive son nom sur la liste électorale. Hein. Oui. Non, on est dans un contexte très électrique, où à fleur de peau, on brûle d'impatience de se donner des coups. Et peut-être que malgré sa stature, le président Macky Sall ne peut s'empêcher de céder à cette tentation-là, ou de pousser l'avantage, comme Charlone disait, ou bien de donner des coups, tant qu'on se croit toujours être dans l'arène. Mais le combat va se dérouler au-delà de la forme. Vous avez parlé, ou c'est Charlotte qui vient de parler, du tribunal de Ziguinchor qui a rendu une décision. Donc on voit aussi ce qu'est la justice dans ces pays-là, jusqu'à quel point les juges peuvent être ou prétendre à être indépendants ou non. Et puis il y a les ambitions politiques. Et finalement la population elle-même qui va arbitrer d'une manière ou d'une autre. D'ici février, nous serons situés, gageons que tout cela se dénoue pacifiquement. Mais des tensions sont prévisibles. Malheureusement, le président Macky Sall aurait pu faire autrement les choses. Mais je reviens sur le profil de ceux qui ont été nommés. C'est beaucoup plus est-ce qu'il faut dire des hommes d'État et des femmes d'État. C'est à eux et à elles de démontrer à l'œuvre, finalement, qu'ils ont l'étoffe de personnalités capables d'être au-dessus de la mêlée. Et la Sénat sénégalaise a été quand même voulue dans un contexte où il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal, où il n'y a jamais eu les remises en cause qu'on connaît dans les autres pays. Donc ça a été une ouverture acceptée sous la pression de la société civile, des intellectuels, des universitaires, et peut-être d'une partie de l'opposition qui voyait quand même ainsi une manière de gagner plus de transparence. Les postures des uns et des autres les rattraperont de toute façon, qu'ils se montrent très partisans ou non. Mais la tentation est très forte actuellement de continuer à pousser l'avantage ou de se donner des coups, quoi. Et tout évoluera également en fonction, finalement, de la situation de M. Sonko, qui est un peu malade qui a du mal désormais à supporter sa détention. Oui, et surtout la deuxième grève de la faim qu'il a lancée en solidarité avec d'autres détenus. Donc, au-delà de M. Sonko, il y a encore d'autres cas que le président Macky Sall gagnerait pour sortir par la grande porte à traiter. Justement, Joël, avant de vous permettre, avant de passer la parole à Charlone, lorsque, de son côté, le pouvoir a réagi par rapport à ce changement au niveau de la Sénat, et le ministre de l'Intérieur a déclaré, je cite, « C'est une procédure tout à fait normale. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Est-ce que vous croyez que cette façon de faire rassure de la crédibilité du processus? Non, a priori, non. Réellement, elle démontre un engagement un peu trop passionnel. D'ailleurs, tenez, le ministre de l'Intérieur a changé. Et celui qui a géré Sonko jusque-là était à Cotonou la semaine dernière encore. Ouais. Et c'était un magistrat. Vous voyez, quand les gens sont en situation de faire ces choses-là, bon, ils ne reculent pas. Et c'est à peu près les mêmes. Ils se connaissent bien. Donc, la crédibilité ne se joue pas pour l'instant. Les Sénégalais, c'est eux qui nous ont donné l'exemple du suivi des résultats à la sortie des urnes, avec captation des résultats sous Ouad déjà, et puis Macky Sall ensuite a fait le terrain. Donc, le peuple également possède des rudiments, pour ne pas dire des outils, pour imposer la volonté de transparence. Je crois que si la demande de transparence est toujours à l'ordre du jour, nul ne pourra en faire comme il voudra, sauf entraîner le Sénégal. Dans un chaos, oui, que personne ne souhaite. Mais bon, jusqu'où les gens sauront-ils s'arrêter ou aller trop loin? Alors, pour sortir de ce sujet, de cette escale sénégalaise de cet après-midi, Charlone, aussi bien le nouveau président que le vice-président, ils sont tous deux des retraités, à savoir, il y a un qui est magistrat et l'autre qui est inspecteur général. Est-ce que cela suffit pour apaiser les tensions que ressentent les Sénégalais aujourd'hui? Cette question, il ne faudrait pas... ce n'est pas le choix forcément des personnes qui font partie de la Sénat aujourd'hui, qui vont apaiser les tensions
au sein de la société sociale, au sein de la société sénégalaise, mais plutôt le processus ou le procédé qui concourt jusqu'aux élections. Donc si au final, même si la façon dont les choses se passent et que l'opposant sénégalais arrivait peut-être à participer aux élections, et même si ce dernier ne gagne pas, je pense que les Sénégalais ne sauraient sortir. Est-ce que les Sénégalais sont prêts à l'entendre de cette oreille? Quand on sait un peu la popularité de Sonko aujourd'hui. Il ira jusqu'à la présidentielle et il va perdre? La popularité ne voudrait pas forcément dire que celui-ci serait vraiment efficace à ce poste-là. Donc, certes, il a une certaine popularité, mais pas forcément de tous. Donc, cela ne veut pas directement dire, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous montre, cela ne voudrait pas dire directement que ce dernier... Ça nous renvoie un peu au schéma de Macky Sall, hein? Un peu. Ouais. Ok. Alors, un tout petit peu. Permettez juste que je dise que la popularité de Sonko ne signifie pas... n'est que popularité de sa cause face à l'injustice qui lui est faite ou face au traquenard dans lequel on l'a mis. Mais par rapport à ses propositions, sa capacité de gestion, comme disait Charlone, il y a un autre débat. Et on l'a rapidement observé quand il est sorti premièrement d'affaires dans l'histoire du viol. On a senti tout de suite une coupure, une baisse de la pression, une coupure de la part de ses amis politiques qui étaient engagés avec lui, puisqu'on n'a pas voulu le laisser pousser l'avantage au point de récupérer toute la mise. Tout le monde sait que Khalifa aussi est prétendant au poste de président. Donc, sans parler du petit Wad, voilà, donc, qui sont les poulains chéris. C'est pas histoire de se faire ami-ami. Hein? Ami, sans parler d'Idrissa Seck, le vieux de la vieille. Donc, enfin, il était jeune, mais il commence par vieillir là, par rapport à ces jeunes loups. Donc, attendons de... Et Aminata. Voilà. La grande Mimi. Comme disent les Anglais, wait and see, on attend ce que ça va donner du côté du Sénégal, parce que de ce côté de l'Afrique de l'Ouest, il y a toujours des rebondissements. Nous nous rendons à présent du côté du vieux continent, et là, nous déposons nos valises du côté de l'Ukraine, où l'élargissement de l'Union européenne, la présidente de la Commission était à Kiev pour des discussions. L'élargissement de l'Union européenne a conduit sa présidente du côté de Kiev le week-end écoulé. Oui, Madame Ursula von der Leyen est effectivement allée à Kiev. Cette question d'élargissement de l'Ukraine, je pense qu'elle durera encore un bon moment, parce que ici, il ne s'agit pas de dire que c'est à cause de la Russie que l'Ukraine n'adhère pas à l'Union européenne, mais plutôt un processus. L'Union européenne, c'est une commission qui... tous les pays qui ont voulu accéder à l'Union européenne, il y en a qui ont fait 10 ans avant leur adhésion. Donc, et pour adhérer à l'Union européenne, il y a plusieurs critères. On a une économie viable et des institutions stables. Et dans le cas d'espèce, l'Ukraine est clairement en guerre. Et cela, forcément, empêche les pays membres de l'Union européenne d'accepter de façon directe qu'elle fasse partie de l'Union européenne. Et donc, cela justifie qu'il y ait des discussions sur l'ouverture d'une certaine entrée de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Et je pense que cela durera encore un bon moment, tant que l'Ukraine n'aura pas montré une certaine stabilité, ne serait-ce que... Oui, mais le problème, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que la première fois quand l'Ukraine a voulu adhérer à l'Union européenne, il y a toujours cette guerre que la Russie a commencé, même si elle n'était pas... comme elle est actuellement, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'elle parle de 10 ans, ça fait quand même plus de 10 ans que l'Ukraine cherche à adhérer au niveau de l'Union européenne. Alors, à peine arrivé à Kiev, les discussions ont porté sur l'adhésion également, et on a vu la présidente qui a longuement échangé avec le président Zelensky. Elle a profité pour réaffirmer que le plus important aujourd'hui est que l'Union européenne se tienne aux côtés de l'Ukraine. Croyez-vous à ça? Oui, c'est ça le plus important, concrètement parlant. Je reprends à mon compte l'analyse initiale de Charlone. Ce serait s'encombrer réellement d'un poids mort, entre guillemets. Donc symboliquement, c'est plus indiqué, symboliquement et même concrètement, quoi, de se tenir aux côtés de l'Ukraine dans la situation actuelle. Jusqu'à quel point l'Union européenne pourrait-elle
continuer de tenir déjà cet engagement quand on voit l'essoufflement des belligérants sur le terrain. Et ça, on n'a pas de réponse. Et vous croyez que la Russie aussi s'essouffle déjà sur le terrain? En partie, oui, au point qu'elle a dû recourir à la Corée du Nord pour ça, c'est ce que les autres ont dit, non, personne ne... On sait par exemple que l'Iran lui fabrique, parce qu'il y a une capacité de fabrication des munitions de soutenabilité. Presque tout le monde est un peu à minima aujourd'hui au niveau des stocks. C'est une bonne chose pour le monde, mais on se rend compte qu'en guerre, il faut de la production continue, des munitions, des armes et autres là. Et donc, la Russie même est prise en défaut sur ce terrain alors qu'elle était au rang de superpuissance. Et même les États-Unis, quelque part, ont un peu de mal, mais ils savent comment faire pour relancer la machine, pour jongler. On a vu pendant la Covid comment on a transformé des usines d'automobiles, sans faire de publicité à qui que ce soit, pour fabriquer les masques à oxygène ou bien les appareils respiratoires. Donc c'est le bon côté des choses maintenant. Pour revenir à la question ukrainienne, je crois qu'elle est secondaire pour la question de l'adhésion à l'Union européenne. Dans l'ordre, il y a déjà des pays qui sont dans un processus, qui sont suffisamment avancés, mais qui sont encore loin. Oui, mais ces pays ont quand même commencé au même moment que l'Ukraine. Il y a la Serbie qui est déjà très avancée. Oui. Ils ont quand même commencé au même moment que l'Ukraine. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est la Russie qui est quand même à l'origine du ralentissement qu'on observe au niveau Ah oui, la Russie aura son mot à dire chaque fois parce qu'elle estime que ce soit l'Union, retrouver les gens à ses frontières. Elle ne veut pas retrouver l'OTAN, c'est ça? Oui, elle ne veut pas retrouver l'OTAN. C'est son. Oui, mais aujourd'hui, qu'elle le veut ou non, elle trouvera toujours le temps derrière, à côté, machin. Hein? Bon, c'est le terrain qui va l'imposer. Le principe de réalité va s'imposer. Pourquoi la Russie s'agrippe-t-elle à l'Ukraine? Mais l'Ukraine est trop imbriquée dans la Russie. Vous avez vu la question de la Crimée. Et c'est très symbolique. Et parfois, même certains Russes vont jusqu'à prétendre qu'ils ont des origines, je ne sais où. Bon, donc, qu'on ne laisserait au grand jamais échapper l'Ukraine. Ça tombe sous le sens, mais voilà comment les gens réagissent au plan émotionnel. Et les Européens sauront tenir compte de ça pour ne pas s'attirer davantage les foudres de la Russie, tant qu'ils n'auront pas les moyens d'aller plus loin dans leur soutien. S'ils ont ces moyens, oui, ils avanceront. Ils l'ont fait avec d'autres pays comme la Pologne et j'en passe. C'est pas l'envie qui leur manque, et donc on le fait comprendre à la Russie. Et peut-être qu'un certain changement en Russie pourrait aussi faire accélérer les choses. On n'en est pas du tout là. La Russie éternelle est plus qu'incarnée par M. Poutine, notre père Poutine, du coup. Oui. Et donc c'est assez complexe et parfois il y a des compromis qui sont faits. Et là où on s'attend à ce que les choses se déroulent comme une lettre à la poste, il n'en est paradoxalement pas comme ça. On a même l'impression d'une relative complicité des dirigeants comme l'Allemagne, enfin des principaux dirigeants européens avec la Russie, parce que si les choses s'emballent trop vite, ça fait augmenter la responsabilité des pays majeurs de l'Union européenne ou de l'OTAN, et peut-être qu'ils ne sont pas prêts à consentir tous ces sacrifices, et que la situation actuelle, le statu quo, leur convient plus ou moins, et ça on ne le dira jamais, mais on fera semblant. Alors c'est vous, l'analyste géopolitique sur ce plateau cet après-midi, est-ce que de son côté, les autorités de Kiev croient encore au soutien de l'Union européenne après le démarrage de la guerre Hamas-Israël? Ok, cette question est assez intéressante car on peut remarquer déjà que à travers le président Zelensky plusieurs fois, il a fait remarquer juste après la frappe de Gaza, que les Européens et les États-Unis se sont directement retournés vers Israël et le Hamas. Il a d'ailleurs dit, ne nous oubliez pas. Effectivement, et il faudrait rappeler que bien avant que cela ne se passe, il parlait beaucoup et il disait déjà plusieurs fois qu'il répétait à chaque fois qu'il espère que les Européens ne les ont pas abandonnés, qu'ils ne vont pas arrêter ce qu'ils ont commencé. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la question Israël et Gaza-Palestine est très importante pour la plupart de ces pays-là. Mais cela ne voudrait pas dire que
les Européens, dans leur dynamique depuis la guerre de l'Ukraine et de la Russie, vont effectivement laisser l'Ukraine de côté. Oui, mais vous croyez que s'il y avait un choix à faire entre l'Ukraine et ce qui se passe du côté de Gaza, d'Israël et du Hamas, vous croyez que s'il y avait un choix à faire, les Occidentaux se pencheront vers qui? Le choix sera porté vers lequel des conflits? Forcément, le choix se porterait là où les États pensent avoir le mieux de leurs intérêts. Ouais. Mais cela ne voudrait pas dire, l'Ukraine est quand même assez importante dans la zone européenne, donc ils ne pourraient pas vraiment fermer les yeux sur ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Donc dire qu'ils pourraient prendre un parti serait difficile, mais forcément ils vont essayer, comme dans les jeux politiques, de jongler un peu des deux côtés pour forcément assouvir à leurs intérêts et ne pas laisser la Russie grandir sa puissance militaire pour en tant soit peu intimider l'Ukraine, qui est quand même aux portes de chacun de leurs États faisant partie de l'Union européenne. Ok. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour l'Union européenne d'effacer l'expression de la latitude renforcée de la propagande du Kremlin? Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une propagande qui n'en finit pas. Aujourd'hui, la Russie a bombardé, nous sommes les machins. Est-ce que ce sera facile pour l'Union européenne? Non, je ne le crois pas. Il y aura cette guerre de la communication avec qui est très présente, hein? de nouvelles phases qui est même présente en Afrique. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, et avec les affaires de Wagner et autres. Donc peut-être qu'il y aura un lien, mais on a vu comment certains ont pensé que la mort de Prigojine à la tête de Wagner, aurait pu créer une désaffection bien... un désengagement de Wagner, il n'en est pas forcément ainsi. Parce qu'il y en a ces troupes de Wagner qui sont déjà très présentes à Gao et à Tombouctou au Mali. Hein? En tout cas, je ne l'affirmerai pas. Bah, c'est des informations qui sont diffusées. Vous avez la chance de ne pas être là-bas, sinon... Ben, vous voyez, ça fait partie un peu de la guerre de communication qu'il y aura de part et d'autre. Et chacun a vu par rapport au Niger comment... Et de manière très pragmatique, les États-Unis ont contorsionné le coup à leurs principes et autres là pour reconnaître le gouvernement qui est là. C'est quand même extraordinaire. À côté de ça, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ce qui se passe du côté du Gabon. Bon, comme quoi les intérêts peuvent nous conduire à régner nos propres parents. Hein? Alors que la Centrafrique n'est pas si loin que ça. Bon, donc là, ils ne voient pas la menace russe, mais ils voient la menace russe dans le Sahel. Effectivement, le Niger est une grande fenêtre est-ouest qui commande une vue très large sur le reste de l'Afrique, d'ouest en est jusqu'au Soudan et autres là. Et sans parler même de la fenêtre méditerranéenne. Donc la place est quasiment imprenable et il vaut mieux s'y accrocher comme on peut. Donc les conflits vont s'imbriquer selon leur importance du moment pour chacun. La cause ou la question israélo-palestinienne va obliger les États-Unis à être présents dans ce conflit-là. Alors, Zelensky avait commencé à craindre un désintérêt pour son problème, parce que lui, il commence pas à coûter cher aussi. C'est lui qui coûte cher, c'est lui qui ne veut pas s'asseoir sur la même table que la Russie. Voilà, c'est un peu compliqué. Hein? Alors qu'on a essayé subrepticement de le pousser à aller négocier. Donc, quels sont ces amis-là, inconditionnels, qui vous poussent dans la gueule du loup, à vous jeter... Ça veut dire que l'autre front, Hamas-Israël, est plus important. Est plus important. Non, avant ça, déjà, on le poussait à aller discuter avec le grand frère russe. Et donc, peut-être qu'on risque d'assister à ça pour trouver un moyen de s'entendre par rapport au Moyen-Orient. Le bonhomme ne veut pas s'asseoir. Poutine, propagande pour propagande, l'avait traité de nazi et autres là. Est-ce que pour autant, il va trouver... Pour autant, oui, voilà, autant. Il va trouver en Israël une compréhension par rapport à sa guerre contre l'Ukraine. Vous voyez les manipulations, les jeux d'opposition artificielle. Donc c'est un champ mouvant où peut-être finalement ce sera une forme de statu quo, où on permettra à la Russie d'accomplir de réaliser la politique du fait accompli sur ses prétentions historiques. On la calmera peut-être pour obtenir sa coopération au Moyen-Orient,
pendant qu'on se réinstalle en Afrique ou qu'on gèle également les situations, parce que là aussi, il y a des marchés qui sont en jeu. Donc, tout ça va se tenir peut-être de manière synergique, alors qu'a priori, il n'y a pas de lien entre ces terrains. Alors, dernière question pour sortir de ce sujet ukrainien. Est-ce que vous croyez que dans la guerre russo-ukrainienne, l'éventualité d'une adhésion finale de l'Ukraine au niveau de l'Union européenne peut complètement changer la donne, donner un autre visage à ce conflit? Alors, c'est clair qu'une adhésion directe de l'Ukraine au sein de l'Union européenne donnerait un changement total, car la Russie n'a pas caché qu'elle ne veut pas voir une alliance de l'OTAN devant ses frontières. Et oui, c'est pas parce que je suis membre de l'Union européenne que forcément je serai membre de l'OTAN. Mais ces États-là savent très bien quand il faut se mettre ensemble pour contrer un pays appelé ennemi. Donc, ils sauront forcément comment faire, mais je pense quand même qu'il faut toujours revenir, et je pense qu'ils reviendront à la table de négociation et qu'il y aura forcément des compromis, et que les États, aussi puissants qu'ils sont, pourront effectivement trouver une solution pour que cette guerre ne s'arrête, ne serait-ce qu'un peu, je pense, sur un bout de temps, afin de trouver de réelles solutions, de réelles résolutions pour permettre quand même à l'espace européen de retrouver un peu un certain équilibre. Ouais, nous le souhaitons tous, mais du côté du Moyen-Orient, hein, c'est pas la calmie, ça va très très fort là-bas. Là, nous sommes déjà au niveau du Liban, après le discours du chef du Hezbollah, entre déception et soulagement. Alors, le démarrage du conflit Hamas-Israël depuis le 7 octobre dernier ne laisse personne indifférent, et c'est pour la première fois que Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est prononcé. C'était le vendredi, Joël. Et oui, on a craint le pire, au moins au niveau des mots d'ordre. Et ça a été plutôt la déception, peut-être, ou en tout cas le contre-pied. Ouais, certains étaient dessus, d'autres soulagés. Soulagés, bon, donc il vaut mieux être soulagé en attendant d'être déçu. Hein? Déçu, parce que s'il y a une conflagration générale, nul ne sait si ça ne va engloutir tout le monde ou pas. Mais le Liban reste toujours présent dans le conflit israélo-palestinien. Et plus que le Liban, c'est l'Iran qui est en toile de fond. L'Iran a un peu moins de légitimité en étant plutôt... On sait qu'ils sont les parents du Hezbollah. Hein? Oui, ils sont les parrains, mais ils ne sont que parrains. En termes de légitimité historique, ils ont beau être musulmans, ils ne sont que chiites, alors que la région est dominée par les sunnites d'un côté. Deuxièmement, bon, ils ne sont pas arabes. Donc, ils sont perses. Ils sont perses. Et donc, c'est les autres, avec la coopération ou la bonne volonté des États-Unis, je pense à l'Arabie saoudite, au Qatar et autres, là, les monarchies du Golfe, qui seront plus désirées à la table des négociations. Et ils ont en plus les moyens de financer l'accalmie. De quelle manière est-ce que leur argent qui nourrit, qui maintient les territoires palestiniens sous perfusion, pourra-t-il acheter la paix au niveau du Hamas? Israël n'est pas moins désireux de cette paix ou de faire des affaires au moins. Et donc, par ricochet, on fait les affaires idéalement que dans la paix, même si des fauteurs de troubles aiment également vendre leur camelote. Donc, Israël, avec les accords d'Abraham également, voudrait aller plus loin. Et si les opinions publiques peuvent avaler ce qu'on va leur servir, et les monarchies du Golfe reviendraient au premier plan, seraient plus légitimées pour s'entendre avec Israël et peut-être concourir à une accalmie. Donc, la Russie et l'Iran, de l'autre côté, peuvent également convenir, ou on peut les motiver à se calmer de ce côté et à être plus fréquentables sur d'autres territoires. La Russie, pour l'Ukraine, tout ce dont on a parlé, mais l'Iran qui doit normaliser encore plus loin ses relations avec l'Europe. L'Europe a envie de faire du business avec elle, la France en premier. Et au-delà de l'Europe, les États-Unis ne sont pas moins désireux de retrouver enfin de bonnes relations avec l'Iran.
En attendant, c'est la Chine qui tire ses marrons du feu, qui a conclu des alliances avec... en tout cas. Alors, lorsque on prend un peu la carte du monde, nous savons que la zone du Moyen et du Proche-Orient, c'est cette partie du monde où nous avons un magma qui est constamment en ébullition et ça peut dégainer à tout moment. Et c'est ce qui se fait actuellement. Et nous savons également que après le discours du chef du Hezbollah, toutes les attentes n'ont pas été comblées. Alors, est-ce que le fait que Hassan Nasrallah n'ait fait aucune annonce concernant l'ouverture d'un front libanais face à Israël, est-ce que ça a un enseignement? Est-ce qu'on peut dire que le chef du Hezbollah libanais commence à s'agir? Ou alors tout simplement qu'il ne veut pas avoir l'État hébreu à dos? Comment ça s'agir? Pas tout de suite, parce qu'il a quand même dit que toutes les options étaient possibles. Donc ça voudrait dire qu'il pourra riposter, comme il pourrait toujours trouver des situations ou des manœuvres plutôt qui vont concourir à une accalmie. Mais il faut quand même souligner que ce dernier, après tout ce qu'on sait qu'ils ont eu à faire, lui et tout son parti, qu'il a quand même eu une réaction assez mature et qui n'a pas forcément cherché à agir directement ou à ordonner quelque chose qui pourrait en fait rendre la situation plus difficile et agrandir le conflit, oui. Donc sa réaction est plutôt bienvenue et les jours à suivre nous diront vraiment quelles seront les différentes résolutions, les différentes manœuvres possibles qu'il pourrait entreprendre face à Israël, car cela aussi dépend de ce que Israël fera dans les jours à venir. Si Israël va continuer à frapper le sud du Liban, le Liban ne resterait pas silencieux et elle va forcément agir pour pouvoir défendre ses intérêts, défendre sa population. Oui, comme j'ai demandé à Charlone tout à l'heure, est-ce que Hassan Nasrallah serait-il devenu sage? Ou alors, maintenant dans sa sagesse, est-ce que il n'a pas compris que l'ouverture d'un autre front sera moins bénéfique pour le Hezbollah libanais? Ça, c'est le premier volet de ma question. Et l'autre question, c'est de savoir, il fait un discours, nous avons des déceptions, nous avons des soulagements, mais pourquoi ce discours est incompris par ses adversaires politiques qui, par ailleurs, sont dans la même alliance que lui? C'est véritablement ça le nœud de tout, parce que chacun redimensionne un peu ses prétentions dans le conflit. Et quand on voit le déluge de feu que le Hamas a fait déferler sur Israël le 7 octobre dernier, on se demande d'où viennent toutes cette provision de missiles. Ça ne se produit pas. On a parlé de la difficulté à produire suffisamment de munitions pour tenir un conflit. Peut-être que le Hezbollah a pensé à cette question-là. Israël est en train de riposter très durement, très sauvagement, à la limite. Et peut-être que... Peut-être qu'il est fatigué de la guerre lui aussi. Hein. Oui, qu'on a envie de se normaliser, de passer à autre chose. Ou alors le maître, l'Iran, a d'autres avantages, d'autres choses à négocier et garde ça en sous-main. C'est le joker. Ah oui, c'est le joker. Et peut-être même que c'est la Turquie, le vrai joker dans cette histoire-là. Et en tout cas, il y a de nouveaux acteurs qui donnent un caractère multidimensionnel à ce conflit, qui ne serait pas qu'identitaire, qui ne serait pas que militaire. Il y a tellement d'alliances, de mésalliances possibles, que ça devient très intéressant à observer pour la suite des affaires. On a vu la France également essayer de s'inviter dans les eaux du Moyen-Orient. Les États-Unis y sont. Jusqu'où pourraient-ils le faire alors qu'une opinion publique aux États-Unis commence à lever le ton contre Israël, contre précisément la politique de Netanyahou?
Au niveau de la bande de Gaza. Oui, au niveau de la bande de Gaza. Donc, ça peut amener les États-Unis également à faire un infléchir. rétropédalage. Voyez-vous, donc tout peut évoluer. Ok, d'accord, tout peut évoluer. C'est le dernier sujet de cet après-midi. Nous allons au niveau de la mer méridionale. Au niveau de l'Asie, les Philippines et le Japon, les deux pays en passe de conclure un pacte de défense. Pourquoi Manille et Tokyo veulent et souhaitent se protéger mutuellement. Cela est totalement compréhensible parce que cela répond directement à les ambitions de la Chine de vouloir grandir sa puissance militaire au niveau de la mer méridionale de Chine. Et cela est également favorable aux États-Unis aujourd'hui car cela s'inscrit également dans leur dynamique de riposter par rapport à la Chine. Donc, ils avaient déjà fait une alliance avec la Corée du Sud et le Japon. Maintenant, ils s'étendent en Philippines, donc un peu vers le sud. Et Taïwan, qui n'est pas très loin, qui serait également favorisé par cela. Et les Philippines ont accepté cet accord militaire parce que, bien évidemment, que par rapport à la situation géopolitique entre Taïwan et les Philippines, si il y a une évasion de la Chine en Taïwan, et évidemment que les Philippines se sentiraient en insécurité. Donc, cette alliance militaire est bienvenue pour ces pays-là et qui ne font que se protéger par rapport aux ambitions chinoises. Ils se protègent par rapport aux ambitions chinoises, et c'est vrai, dans cette partie de la mer méridionale de Chine, la Chine semble être une puissance incontestée, mais ce qu'on constate aussi également, c'est que aucun de ces pays-là ne veut nouer un accord ou un pacte avec la Chine. Tous ces pays s'en vont vers les États-Unis. Alors, est-ce que Xi Jinping voit cette présence américaine dans cette partie du monde où c'est lui qui est censé régenter tout? Mais les Américains sont très présents, aussi bien dans le Pacifique que dans la mer méridionale. Ils vont s'affronter à distance. Et la Chine est plus ou moins chez elle, mais n'est pas légitime. Et les autres la craignent comme un gros orgue. Est-ce que ce n'est pas un géant plié d'argile également Oui, manifestement, parce qu'elle ne pourra peut-être pas soutenir autant un effort militaire qu'économique. Et elle est en expansion économique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle va préférer? Rappeler sa suprématie militaire impériale ou bien devenir plus pragmatique? Et donc, elle a le choix, et selon les partenaires qu'elle va trouver aux États-Unis. Et les États-Unis ont des comptes à régler avec la Chine en matière commerciale, en matière de contrôle des espaces maritimes de la zone. Et les États-Unis auraient tort de perdre pied là-dedans. Donc, ils vont susciter autant qu'ils le pourront. Et cette alliance, s'ils ne peuvent pas aller jusqu'à être présents à Taïwan, parce que c'est directement aux portes de la Chine, pour ne pas dire en Chine, donc on se contentera du reste pour envoyer le message qu'il vaut mieux rester dans vos 4 murs en Chine et ne pas trop embêter nos... Oui, mais est-ce que tous ces pays-là ne voient pas la Chine comme juste un gros marché commercial? Ils ont tous des relations commerciales avec la Chine, oui, mais ils n'ont pas d'accord militaire avec la Chine. Alors, on sait que la Chine a un certain passé, et par rapport à cette situation, les États-Unis ont pris le temps quand même de s'asseoir dans cette zone. Ouais. Et aujourd'hui, la Chine se réveille de plus en plus pour, un temps soit peu, baliser également son territoire. Donc, que ces États-là, aujourd'hui, s'allient aux États-Unis, cela pourrait s'expliquer... Militairement, voilà. Oui, aux États-Unis, cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils pensent forcément que pour eux, sur le plan militaire, les États-Unis seraient le parti le plus alléchant. C'est pour cela qu'ils se tournent vers les États-Unis. Mais il faudrait quand même rappeler qu'il s'agit d'une zone qui représente beaucoup plus l'Asie et qu'il faudrait peut-être des partenariats diversifiés par rapport à ça, parce que est-ce que les États-Unis seront vraiment pour eux un partenariat sur le plan militaire vraiment, disons, crédible ou fidèle sur le long terme? Parce que les États-Unis représentent un État qui va vraiment vers ses intérêts et qui sait comment est-ce qu'il faut réellement manœuvrer pour toujours tirer le bon côté des choses. Voilà.
Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zahel Télévision, hein, vous l'avez compris, c'est la fin de notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Le tout premier numéro du mois de novembre, nous avons démarré par le Nigeria, où la chef de la diplomatie française a passé le week-end du côté d'Abuja. Il a eu juste passé 24 heures. Vous avez écouté les différents invités de cet après-midi. L'escale du Sénégal nous a permis de comprendre pourquoi est-ce que Macky Sall a décidé de changer les membres de la Sénat alors que le processus électoral est enclenché. Là aussi, vous avez écouté Charlone et Joël qui vous ont donné des explications. Du côté du vieux continent, l'élargissement de l'Union européenne nous a permis de comprendre les objectifs de la visite de la présidente de la Commission au niveau de Kiev, qui a eu des discussions avec le président Zelensky, lui de son côté qui continue de demander à l'Union européenne de ne pas les oublier avec l'ouverture du conflit Hamas-Israël. Au niveau du Liban, après le discours du chef du Hezbollah, entre déception et soulagement, là aussi vous avez écouté les interventions de Joël et de Charlone, où nous avons finalement compris peut-être que le chef du Hezbollah est déjà un peu fatigué de cette situation, mais comme disent les Anglais, wait and see, attendons de voir peut-être que les jours prochains, nous verrons l'ouverture d'un nouveau front au niveau du sud de Liban, et nous avons terminé par les Philippines et le Japon qui ont décidé de se protéger mutuellement. Comment les deux pays ont décidé de conclure un pacte de défense. Tout ça pourquoi? Certainement parce que les deux pays ont peur de la Chine, malgré le fait qu'ils aient des relations commerciales avec la Chine, mais quand il s'agit du militaire, ils se retournent vers les États-Unis. Voilà, fin et stop, tout le monde descend. On se retrouve le lundi prochain quand il sera 16 h pour votre émission Le Monde en 52 minutes. Ça se passe toujours sur Zahel Télévision, la meilleure des web télé.